IDFM 98 de la Bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Aujourd'hui, Piero San Giorgio, qu'on dit aussi Piero Falotti, c'est votre nom de naissance sur Wikipédia. Oui, mais je préfère qu'on utilise mon nom de plume. Voilà, vous êtes né à Milan, vous êtes un auteur survivaliste proche de certains milieux d'extrême droite, dit Wikipédia, connu pour votre livre Survivre à l'effondrement économique paru en 2011. Vous avez été homme d'affaires, expert en marketing, consultant en informatique. Vous êtes encore peut-être officier de milice dans l'armée suisse. Voilà, ça c'est les exemples du n'importe quoi de Wikipédia. Je n'ai jamais été officier dans l'armée suisse et je ne suis pas proche des milieux d'extrême droite, bien que j'ai des lecteurs qui se prétendent absolument d'extrême droite. Mais ça ne fait pas de moi proche. Mais, et vous dites même, quand vous vous présentez avec Thierry Casasnovas, vous dites oui. Le facho de service en parlant de vous. Bah oui, c'est pas par ironie, puisque comme vous savez, de nos jours, si vous êtes légèrement à droite de Lénine, vous êtes d'extrême droite. Mais personnellement, je me considère plus un anarchiste libertarien, c'est-à-dire qui aime la liberté. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on aime la liberté, on est automatiquement catégorisé à l'extrême droite, en tout cas par les grands médias. Donc ça fait partie des trucs rigolos du monde moderne. Alors vous avez surtout été connu par votre premier livre en 2011, Survivre à l'effondrement économique. C'est une thèse d'un effondrement énergétique, écologique, financier, politique, social et économique. Et vous prévoyez un état de guerre généralisé d'ici 2025. On se rapproche. On se rapproche, en effet. Cette année a fait une accélération assez intéressante entre les émeutes qui ont suivi le confinement puis le déconfinement à cause de cette pandémie, plus ou moins. Eh bien, j'ai bien peur que je sois assez juste dans les temps. En tous les cas, les émeutes, on ne nous en parle pas trop en France, oui. Alors qu'il y en a beaucoup en Allemagne, il y en a un peu partout. Et nous, on ne nous en parle pas. On vous en parle si c'est utile pour le pouvoir de vous en parler, mais clairement, il commence à y avoir toutes ces statues déboulonnées, toute cette volonté de faire table rase du passé. En Amérique. En Amérique notamment, mais aussi en Angleterre. On commence en France, moins en Suisse évidemment. Mais enfin, c'est un symptôme d'une déstabilisation, je pense, mentale d'abord, et d'un déséquilibre qui commence à se faire dans les pays occidentaux d'abord. Je crois qu'il y a une peur très profonde des années qui arrivent, de la part déjà des dirigeants qui sentent qu'ils perdent le contrôle, mais aussi des populations qui, pour certaines, ont peur, à raison, de perdre leur travail, que l'activité économique ralentisse et qu'ils ne puissent plus subvenir à leurs besoins. Pour d'autres encore, c'est peut-être ce nihilisme, le fait que notre société n'a plus de sens, elle ne donne plus aucun objectif plus grand que soi. Il n'y a plus de religion, pour le meilleur et pour le pire, mais en tout cas, il n'y a plus de religion en Occident, chez les populations occidentales. Et donc, il y a un vide qui est rempli, je trouve, de nihilisme, peut-être de pulsions de mort, malheureusement. Et je crois que ça se voit beaucoup cette année, par cette peur incroyable qu'on nous a mis à propos de ce virus. Et maintenant, avec ces émeutes, notamment aux États-Unis, sous des prétextes évidemment manipulés, mais enfin qui sont quand même assez importantes et assez violentes. Je ne sais pas si vous avez lu Le Talon de Fer, c'était aussi ce qui se passait dans les années 20. Oui. Et Jack London, je crois. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis avec des milices qui sont programmées pour foutre la merde. Oui. Oui, ça va dans ce que j'avais prévu dans mes bouquins, mais c'est toujours étonnant de voir la réalité, de la même manière que j'avais parlé des problématiques liées aux pandémies dans mon livre précédent, NRBC, qui est sorti en 2016. J'avais expliqué comment on fait pour se préparer à des pandémies notamment, mais aussi à des problèmes de type accident nucléaire ou accident industriel. Biologique et chimique. Voilà, biologique ou chimique. Chimique comme par exemple l'explosion de cette usine à Rouen. J'avais expliqué aux gens quoi faire en cas de problème de ce type. Et là, malgré tout, bien que j'étais évidemment préparé, puisque j'ai écrit un livre là-dessus, lorsque ce virus a été identifié et que j'ai commencé à suivre cette histoire, eh bien, l'incertitude face à la dangerosité potentielle de cette bestiole a été source même chez moi, d'un petit peu d'anxiété.
Et alors que j'étais tout à fait prêt Alors il se trouve que j'ai attrapé le virus, je n'ai pas eu de symptômes à part une demi-journée de fièvre. On avait pris toute la famille des bons suppléments, on avait une bonne alimentation, on a pris tout ce qu'il fallait pour être bien. J'avais même en réserve de la chloroquine, que j'ai réussi à me procurer au cas où. Finalement, j'en ai pas eu besoin parce que les symptômes étaient légers. Et maintenant, je suis, pour l'instant en tout cas, immunisé. J'ai des anticorps contre ce virus. Vous avez fait le test? J'ai fait le test sanguin, du plasma. Après, combien de temps ça dure, etc. Mais en tout cas, statistiquement, fort heureusement, on se rend compte que ce virus n'est pas très grave. Heureusement. Heureusement. Alors, entre justement NRBC, survivre aux événements nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques en 2016, et survivre à l'effondrement que vous avez publié en 2011, il y a eu Nuit barbare. Survivre en ville en 2012, parce que c'est pas la même chose de survivre en ville que de survivre Alors ailleurs. C'est Rue Barbare. Rue Barbare, oui. Nuit barbare, j'aime bien aussi, mais c'est pas le livre. Ah, c'est Rue Barbare. C'est Rue Barbare, et qui est un livre qui explique justement, puisque dans mon premier, j'expliquais comment mettre en place une stratégie de survie. On pourra définir ce que j'entends par survie, mais une stratégie d'avoir une vie en fait plus équilibrée au fond, plutôt à la campagne. Et beaucoup de mes lecteurs m'ont dit, mais comment fait-on si on est en ville? Si on ne peut pas aller à la campagne? Alors avec un collègue américain, Vol West, qui se fait appeler sous ce nom, patronyme, eh bien on a écrit ce livre qui a aussi énormément de succès, qui explique comment est-ce qu'on peut, de manière très pragmatique, avoir au moins de quoi tenir le coup s'il devait y avoir des gros problèmes en ville, problèmes qui peuvent être une pandémie. Imaginez un confinement, mais là où les supermarchés sont en plus fermés et avec très peu de nourriture. Surtout en région parisienne. Voilà, dans les grandes villes, ça devient très difficile. Et comment est-ce qu'on fait s'il y a des émeutes? Comment est-ce qu'on fait s'il y a coupure d'électricité pendant plusieurs semaines? Des choses comme ça. Donc là, on explique ce genre les préparatifs qu'il faudrait mettre en place pour ce genre d'éventualité. Mais bien entendu, toute l'approche de ce qu'on appelle le survivalisme, en tout cas de la manière dont moi j'essaye de l'apprendre à mes lecteurs et à ceux qui veulent bien m'écouter, c'est qu'il ne s'agit pas de survivre à tout prix, à tout, n'importe comment. Il s'agit d'avoir des stratégies de vie peut-être plus équilibrées, plus basées sur l'autonomie et la résilience, plus basées sur en fait une recherche de la liberté. Et la liberté, en fait, aujourd'hui, elle ne peut pas se faire puisqu'on est très dépendant. On est dépendant de l'État, on est dépendant des circuits d'approvisionnement, on est dépendant des cartes bancaires, de tout, du système financier. Or, on se rend compte que tout cela est très fragile aujourd'hui. La finance est très fragile. Nous passons d'une crise à l'autre, relayée par des impressions de fausses monnaies, de monnaies fiduciaires absolument gigantesques. Nous sommes face à des crises énergétiques, à des crises de production alimentaire. Et puis, on a vu au moindre pépin, les circuits d'approvisionnement ont de la peine à tenir le coup. Alors là, il s'agit d'une pandémie qui était somme toute pas très violente, mais si elle avait duré plus longtemps ou si la mortalité avait été plus forte, est-ce qu'on aurait pu garantir pendant longtemps l'approvisionnement des supermarchés? Est-ce que les camions auraient encore pu tourner? Et on a eu de la chance que l'essence est encore disponible et pas très chère. Mais si on avait d'autres crises un peu plus lourdes qui s'ajoutent à celle-ci, là on aurait eu vraiment des gros problèmes. On avait déjà des problèmes à enterrer les morts, donc ça aurait pu aussi faire un problème sanitaire qui s'ajoutait. Alors vous avez fait le concept de base autonome durable BAD. BAD, c'est pas mauvais en soi. Comme moyen de survie, vous vous êtes inspiré de Don Stephens. Je ne le connais pas. Ça aussi, ça doit venir de Wikipédia. C'est du Wikipédia. Bon, oui. Non, mais Wikipédia, comme on ne peut pas modifier soi-même les informations sur soi... Il faut le faire par d'autres. Oui, mais le survivalisme vient des années 50 aux États-Unis, lorsque les Américains, toujours dans leur esprit pionnier et autonome, comme pouvaient l'être les premiers colons dans l'Amérique du Nord, dans cette vieille tradition, en fait, on commençait à craindre les effets d'une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, et donc se disait... Comment est-ce qu'on ferait pour survivre à une attaque nucléaire russe, enfin soviétique à l'époque? Et donc, est-ce qu'on devrait avoir un abri? Est-ce qu'on devrait avoir une cabane dans la montagne? Et donc, la discussion, si on veut, par ouvrage et auteurs interposés, a commencé à se faire. Et puis, elle a évolué dans les années 90 et 2000 vers ce qu'on a appelé le preppers, c'est-à-dire la préparation plus que la survie. C'est-à-dire d'avoir des gens qui... Il y a plusieurs écoles, mais... Des gens qui apprenaient à vivre, par exemple, dans la nature. Ça, c'est ce qu'on appelle le bushcraft, par exemple.
ce qui est pas ce que j'enseigne dans mes livres, hein. Mais c'est une compétence, une discipline qui est tout à fait intéressante. En gros, c'est comment vivre en camping dans la forêt de manière à longue durée. Moi, ce que j'essaye plutôt d'apporter, c'est une réflexion d'abord, et ensuite les outils et une mise en œuvre, mais une réflexion d'abord sur qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance et la récupération de notre liberté. Donc, l'indépendance, elle ne peut se faire que si on développe de l'autonomie. Et donc l'autonomie, c'est d'abord subvenir à nos besoins, donc effectivement avoir un abri, mais pas un bunker souterrain. Ça peut être une maison, une ferme, ça peut être notre pavillon, ça peut être un appartement en ville. D'abord, puis une autonomie pour l'eau, pour la nourriture, pour le soin, l'énergie, effectivement, comment se chauffer, comment cuire les aliments, pour se soigner d'abord dans la prévention de nos ça a été le cas par exemple pour ce virus. Dès janvier, je rappelais à mes lecteurs qui veulent bien me suivre sur les réseaux internet que, comme je l'expliquais dans le livre, la meilleure préparation face à un virus, c'est d'avoir tout d'abord un bon système immunitaire. Ouais. Et j'ai remarqué que d'ailleurs personne n'en parlait. On nous a parlé des masques, comme quoi ça servait ou que ça ne servait pas. Enfin, on a changé d'avis au cours de route, etc. Bien sûr qu'ils sont utiles, mais la vraie défense du corps contre une maladie, c'est d'avoir un corps en bonne santé. Donc, c'est-à-dire bien sûr de l'exercice physique, d'avoir le moins d'autres maladies supplémentaires possibles, éviter d'avoir du diabète, éviter de développer ce genre de maladies, mais surtout à court terme, ça peut être aussi avoir une alimentation saine, équilibrée, etc., etc. Bon, tout ça, on en parle dans mes livres et ça fait partie de l'autonomie, parce que celui qui est en bonne santé, il est moins dépendant des hôpitaux, il est moins dépendant des médecins. Celui qui a une bonne hygiène dentaire, il va moins souvent chez le dentiste, et ainsi de suite. Ça paraît une évidence et presque d'une simplicité enfantine de dire tout cela, mais nous sommes dans un monde qui nous happe, souvent malgré nous, dans des mécanismes de dépendance pour notre travail. On est tous souvent salariés, de dépendance par rapport à, bien sûr, notre nourriture, puisqu'on ne la produit plus nous-mêmes, donc on va l'acheter dans des magasins, donc il nous faut gagner de l'argent. Donc, comme cette nourriture elle n'est pas toujours très saine, on va devoir aller se soigner plus souvent, on va tomber malade plus souvent. On vit aussi dans des endroits qui sont pollués. On subit le stress de notre travail, mais aussi des transports quotidiens dans les grandes métropoles qui prennent des heures, qui sont fatigants, et tout cela nous rend d'ailleurs plus facilement malades. Et donc nous sommes dans des cercles vicieux, malsains, et qui ne sont pas du tout adaptés à la nature humaine, puisque nous avons évolué pendant des millions d'années en train de gambader, à courir après les gazelles dans la savane, en gros, ou dans les forêts. Et ce monde n'est pas vraiment adapté à notre nature. Alors on fait avec, mais je crois qu'il est important, et même urgemment important, de commencer à réfléchir à des stratégies, justement, ce que j'appelle de survie, mais qui au fond sont des stratégies de vie saine, de vie équilibrée, en faisant un peu plus de retour et de connexion avec les cycles naturels qui produisent la nourriture, de comprendre d'où vient notre eau potable, d'où vient l'approvisionnement de tout ce dont on a besoin, notamment des énergies qui font fonctionner tout le système, et que lorsqu'on s'y intéresse, on se rend compte qu'elles ne vont pas durer éternellement, on est plutôt proche de la fin qu'au début, et qu'il y a intérêt à ce qu'on prépare chacun en fonction de ses besoins, chacun en fonction de ses moyens, chacun en fonction du temps et de sa situation familiale, etc., pour soi-même et pour sa famille, des vraies stratégies de résilience. Sur le système immunitaire, vers le mois de mars, j'entendais un matin sur des infos, je ne sais plus sur quelle chaîne de télé, un médecin qui disait, puisqu'il y avait la polémique sur les enfants qui étaient soi-disant porteurs de virus, et elle a eu cette phrase qui m'a sauté aux oreilles, elle a dit mais les enfants ont un système immunitaire beaucoup trop fort. C'est pour ça qu'ils ne sont pas touchés par le virus. Non, mais c'est pour ça qu'ils peuvent, d'un air de dire que... Oui, vous dites que c'est pour ça qu'ils ne sont pas touchés, mais d'un air de dire que ce n'était pas une bonne chose. Alors en fait, techniquement, les enfants sont un peu protégés de ce genre de virus-là particulier, des coronavirus, parce que les cellules, une grande partie de leurs cellules n'ont pas encore les récepteurs, ou ils n'ont pas assez de cellules qui ont les récepteurs sur lesquels ce virus peut s'accrocher. Après, je suis et pourtant, on nous disait de se méfier des enfants au départ. Les petits-enfants. Après, les enfants scolarisés, ils sont assez souvent vecteurs de maladies, notamment de ce virus. Mais encore une fois,
c'est un virus avec une très très faible mortalité. On a beaucoup de chance. On ne le savait pas en janvier, on ne le savait pas en février. Mais à partir de mars, on commençait à se douter, à partir de mi-mars, quand on a commencé le confinement, on s'est un petit peu douté que peut-être qu'on a fait des mesures excessives. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'aucun pays au monde n'a de plan de confinement. C'est-à-dire que tous les pays, y compris les pays asiatiques, y compris la Chine, ont des plans de confinement partiel. Confiner les malades, mais pas les personnes seules. Exactement. Et j'ai l'impression que dans tous les pays, y compris en Suisse, qui est mon pays, on a présenté au début de la crise à nos élus un plan, et c'est le cas, je l'ai vu, je le connais, ce plan de pandémie, qui s'appelle Plan Pandémie en Suisse, et qui qui donne un certain nombre de mesures qu'ont appliqué d'ailleurs le Taïwan, la Corée du Sud, le Singapour, où il s'agit de tester au maximum les gens, et chaque fois que quelqu'un est positif, on lui demande d'être isolé, et on va surveiller les gens avec qui il a été en contact les jours précédents, de manière à ce que, si eux aussi commencent à avoir des symptômes ou qu'ils sont positifs, eh ben on reproduit le processus, et de cette manière, on va limiter au maximum les dommages sur l'économie, en maximisant les soins urgents aux personnes qui sont potentiellement malades. Le fait de mettre tout le monde confiné, ça nous permet de ne plus savoir qui est malade, qui n'est pas malade. Oui, et puis de ne pas aller voir le médecin. Exactement. Parce que le problème, c'est ça tue l'économie. Et puis c'est de ne pas aller voir les médecins généralistes, c'est-à-dire d'aller directement au SAMU quand c'est trop tard. Donc, bon, exactement. Et ce confinement est en fait totalement une improvisation, puisque ça n'existe dans aucun plan. Et je ne vois pas pourquoi on confine des gens simples. Oui, ça n'a aucun sens. Faut lire, j'explique le pourquoi dans le détail dans mon livre, déjà il y a 4 ans. Il y a 4 ans, j'expliquais déjà ça. Alors, vous avez un site qui s'appelle piero.com, oui, où dessus on trouve vos livres. On trouve aussi comment passer à l'action pour les particuliers, pour les entreprises. Et donc, comment passer en action pour les particuliers. Il faut évaluer les risques, vous faites des formations, vous faites des conférences. Oui, avant le confinement, je faisais beaucoup de formations et surtout des conférences. Maintenant, je vais attendre un petit peu avant de relancer un petit peu la chose, parce que j'essaye de comprendre qu'est-ce qui est possible. C'est la première fois que je sors de mon pays depuis le déconfinement. Aujourd'hui, je suis arrivé ce matin de Suisse, en train, avec des masques. Et mon travail, c'est d'essayer, mais c'est surtout par mes livres, parce que surtout le premier, il est traduit dans une dizaine de langues à travers le monde. Il sort en polonais cette semaine. Mon deuxième livre sort en anglais. Je suis traduit dans pas mal de langues. Il y en a un dont on n'a pas parlé d'ailleurs, ça parlait des femmes. Oui, Femmes au bord de la crise. Alors c'est pourquoi plus pour les femmes que Je voulais écrire un livre qui répondait à la question de pourquoi ce sont plutôt des hommes qui se préoccupent de ces problématiques-là, alors que ça concerne tout le monde, et puis notamment des femmes qui, au cours du XXe siècle, ont gagné de haute lutte beaucoup de droits à l'avortement, notamment au droit de vote, et c'était pas gagné dans tous les pays très vite. Eh bien, ces femmes qui ont lutté pour des droits et pour finalement des choses quand même assez importantes, eh bien, risquent de tous les perdre si c'est une crise. Parce que dans une crise, on ne va pas commencer à faire des votes, on risque de perdre la médecine moderne en situation de crise. Donc, elle devrait se préoccuper de ces problématiques, déjà pour essayer de les éviter, mais aussi pour ne pas ajouter aux problèmes actuels des problèmes nouveaux. Les femmes, par exemple, sont plutôt favorables en général à l'immigration. Or, une grande partie des populations nouvellement arrivées sont porteuses de culture et de religion qui ne sont pas exactement féministes. Donc il y a ce paradoxe que j'essayais de comprendre dans ce livre, et finalement dans la deuxième partie du livre, j'ai donné la parole à une trentaine de femmes qui, elles, sont dans cette démarche et qui expliquent pourquoi elles considèrent que c'est important, pourquoi et comment elles se préparent, comment elles gèrent les relations avec leur mari, avec leur famille, comment elles voient l'avenir et comment elles voient les relations hommes-femmes. Et j'ai trouvé qu'elles avaient des approches très équilibrées, très finalement peu revendicatives, mais très affirmées.
Donc elles étaient très sûres d'elles et ça faisait plaisir à entendre. On poursuit avec Piero San Giorgio, Voilà. c'est italien. Si. Et on parle toujours de survivalisme. Vous dites que vous avez fait une vidéo récemment sur YouTube qui disait quitter les villes. Quitter les villes. Oui, je crois que c'est ce qu'on explique dans le premier chapitre de notre livre Rue Barbare, que j'ai coécrit avec mon ami Vol West aux États-Unis. C'est que les villes sont un endroit qui est devenu aujourd'hui quand même à risque. Risque d'émeutes, risque de pénurie. Et on l'a vu, et beaucoup de gens s'en sont rendus compte pendant ce confinement. Il y en a plein qui ont quitté la ville d'ailleurs. Le dernier jour, ils se sont sauvés. Beaucoup de gens sont partis, oui, en amenant leurs microbes à leurs grands-parents à la campagne. Mais il est beaucoup plus agréable et beaucoup plus résilient de vivre quand même à la campagne ou dans des très petites villes ou dans des villages que dans les grandes villes. Et surtout dans les grandes villes où l'insécurité est en train de revenir à grands pas. Pendant longtemps, pendant les années 80, 90, la sécurité avait augmenté en fait. La sécurité au sens baisse de criminalité. Et depuis à peu près l'an 2000, dans certains pays, pas tous, mais en tout cas en France et en Angleterre, l'insécurité a augmenté. Non seulement l'insécurité perçue, mais dans les faits, le nombre de crimes commis, des crimes atroces, hein, c'est des meurtres et aussi beaucoup de viols, sans parler évidemment des cambriolages qui pourrissent le quotidien de grand nombre de citadins. Et en fait, on expliquait dans ce livre que dans le premier chapitre, c'était il vaut vraiment mieux quitter et vivre à la campagne. Puis bien sûr, pour ceux qui ne pourraient pas, on expliquait comment faire malgré tout en ville. Mais la vie à la campagne elle amène, en plus de la possibilité d'avoir plus d'autonomie, et beaucoup de gens le font aujourd'hui, il y a tout un mouvement de retour à la terre, hein, un peu comme dans les années 60-70, eh bien, il va nous permettre de développer aussi un mode de vie plus simple, plus harmonieux. Les enfants sont quand même bien mieux à gambader dans les champs et dans les forêts que dans les rues des villes. Alors pas tout le monde peut le faire parce qu'on a des contraintes de travail, bien sûr, pas tout le monde, mais c'est un objectif probablement important pour ces prochaines années. D'ailleurs, que certains ministres, en France vous aviez l'ancien ministre Yves Cochet, ministre de l'écologie, qui a fait la démarche lui-même et qui encourage les gens autour de lui à le faire, de quitter les villes et d'aller s'installer plutôt vivre à la campagne. Alors donc sur votre site piero.com, vous dites un peu ce que vous pouvez donner comme conseil aux particuliers, aux entreprises. Le tarif m'a fait rire parce que c'est une once d'or par jour au prix du marché plus les frais. Et voilà. Et j'ai été regarder, l'once d'or elle est à peu près à 1570 Ça a euros. beaucoup augmenté, oui. Tant mieux pour moi. À ce jour. Puis il y a aussi, après j'ai fouillé un peu dans votre site, et j'étais très surprise de voir qu'il y a un système d'imposition des chiens en Suisse. Oui, une amie m'a demandé. Ça, on n'a pas ça en France. pour une fois qu'on a des taxes que vous n'avez pas. Alors à Genève, puisque c'est une taxe cantonale, à Genève, les chiens payent une taxe. Les maîtres des chiens. Les maîtres des chiens payent une taxe pour leurs chiens, en effet. En fonction du poids du chien? Non, c'est par tête. Par tête de chien. Ouais. Et voilà, et une amie m'a demandé de relayer une pétition pour supprimer cette taxe. Donc dès qu'il s'agit de supprimer les taxes, je suis pour. Ah mais, oui, mais ça risque d'arriver en France, parce que c'est une manne. Hein. Oui. Et les chats, non? Pas les chats. D'accord, parce qu'il y a plus de chats que de chiens en France maintenant. Mais ils doivent quand même être vaccinés. Donc en fait, les vaccins coûtent beaucoup plus cher que les taxes. Oui. Et les chats et les chiens, ils ont tous un petit passeport, comme les chiens aussi en France. Mais c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de le vacciner si on ne bouge pas de chez soi. C'est pour passer les frontières. En tout cas, mes chiens sont tous vaccinés avec une taxe, oui. Et je paye une petite taxe annuelle. Vous avez beaucoup de chiens 3 chiens. 3 chiens. Vous avez 4 enfants aussi, vous avez fait une bague. 5 chats. Et 5 chats. Vous avez fait une BAD. Une base autonome durable. Une base autonome durable dans la montagne, en Suisse. C'est un lieu autonome qui peut garder 10 personnes à peu près pendant 1 an. Donc vous avez l'autonomie en eau, en énergie, vous avez mis quoi, des panneaux? Alors c'est sûr que j'ai de quoi tenir le coup pendant facilement 1 année pour une dizaine de personnes, mais l'idée c'est qu'on développe un jardin potager. Donc là, cette année, par exemple, il a été exceptionnellement réussi parce qu'on a eu un printemps très chaud et avec pas de gel. Donc, comme j'avais rien d'autre à faire pendant le confinement, j'ai préparé mon potager.
Et il est en train de donner des très bons résultats. On a nos premiers petits pois, nos premiers radis. C'est la première fois que vous faisiez de la... Ah non, je fais une dizaine d'années le potager. D'accord. Oui, quand même. Mais j'ai eu des... Comme c'est à la montagne, on a du gel, parfois de la neige jusqu'à fin mai. Ouais. Et là, en revanche, on commence à produire d'habitude à mi-août, ce qui est tard. Alors que là, j'ai déjà, fin juin, j'ai déjà de la première nourriture. Les tomates, quand même pas. Là, je vais devoir attendre un peu les tomates. Alors justement, un lieu qui peut accueillir 10 personnes pendant un an, vous conseillez d'avoir des livres, des disques, de la musique, de l'hygiène et de quoi se soigner. Et aussi pour se défendre, parce que vous êtes un collectionneur d'armes à feu. Surtout, je les utilise. Vous les aimez bien. C'est un outil. C'est un outil. Je n'ai pas de relation particulière avec mes fusils, pas plus qu'avec mon marteau. Il faut pouvoir se défendre quand on a un an de nourriture pour 10 personnes, c'est clair. Il faut savoir se défendre si on veut être libre. Parce qu'on ne possède que ce qu'on peut défendre dans la vie, y compris sa propre vie. Donc pendant longtemps, les peuples étaient libres et donc pouvaient s'armer et se défendre. Aujourd'hui, on est de plus en plus dépendant et l'État, qui veut tout régler et tout décider, voit de plus en plus d'un très mauvais œil les gens qui sont capables de se défendre par eux-mêmes. Et alors que la loi le permet très bien. Et dans le cadre de la loi, il est tout à fait possible, et même assez facile, y compris en France, et certainement en Suisse, d'être armé. Alors, vous avez le droit en Suisse? Bien sûr. Mais en France aussi, mais il faut avoir un port d'armes. En France, il faut demander un permis, soit de tir, soit de chasse. Mais ça s'obtient, c'est pas très compliqué. En Suisse, c'est encore plus facile. Mais l'arme n'est qu'un outil. C'est que, de toute façon, ça commence dans sa tête. Le fait de comprendre que c'est non seulement un droit de se défendre, mais c'est aussi un devoir. Et que nous ne pouvons pas subir, ça va du cambriolage à l'agression physique. Il y a un moment, on doit dire stop. Et donc, l'outil qu'on utilisera, évidemment, il doit être proportionné au type de menace. C'est-à-dire que par exemple, apprendre à ne pas répondre aux insultes parce que les insultes ne nous brisent pas les os, c'est une chose. Et si ça devait devenir physique, eh bien effectivement, nous avons les arts martiaux, nous avons, encore une fois, on revient à la bonne santé physique, on revient à savoir avoir les bonnes attitudes de défense et, s'il nécessaire, effectivement, aller à des outils beaucoup plus perfectionnés. Mais encore une fois, ce n'est que des outils, je n'ai pas de fétichisme particulier par rapport aux armes à feu ou quoi que ce soit. Vous avez une plateforme aussi qui s'appelle Patreon, patreon.com, qui va vous permettre, parce qu'on vous êtes toujours censuré sur Facebook. Oui, ça fait 6 mois, je ne sais toujours pas ni pourquoi ni comment. Et sur YouTube, j'ai dû faire une blague sur le virus et ils n'ont pas aimé. Et sur YouTube, je fais attention. Et donc, je donne la possibilité, si les gens veulent avoir du contenu un petit peu plus croustillant, un petit peu plus rigolo, parce que tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec un peu d'humour. Parce que pour dédramatiser un petit peu le sujet, eh bien, c'est une plateforme qui, avec un petit abonnement pour 1 euro par mois, $1 par mois, c'est pareil. $1 par mois pour le basique supporter, $5 par mois pour les supporters, $50 pour les oligarques. Voilà, j'ai fait un niveau oligarque, j'en ai pas beaucoup, mais c'est des gens qui m'aiment vraiment bien et qui veulent soutenir mon travail et qui peuvent contribuer un petit peu plus, mais la plupart sont à $1 et ils ont des contenus exclusifs, voilà. Alors sur une vidéo d'une chaîne qui doit dater de 2012, je crois, quelqu'un qui vous interviewait pour une chaîne publique, la femme qui vous interviewe à la fin dit qu'elle se demande si vous êtes paranoïaque ou lucide. Elle vous dit que la peur de l'avenir a toujours fait vendre et vous faites de la survie votre gagne-pain. Et pourquoi pas après tout, hein? Visiblement, il y a qu'elle qui travaille gratuitement déjà. Oui. Visiblement, elle a un truc pour travailler sans être payée. Et puis ensuite, la peur, elle est malheureusement plus amenée par les médias que par des gens comme moi. Moi, au contraire, j'essaye d'apporter des solutions. Et on a bien vu pendant cette crise du virus à quel point les médias se sont tous donné le mot pour coordonner une campagne de terreur sur la population. Et qui a bien marché d'ailleurs, parce que les gens sont terrorisés. Alors que deux jours avant, ils nous disaient que c'était rien du tout, qu'il fallait pas s'en faire. Il fallait pas de masque. On savait même pas comment les mettre de toute façon. On était trop stupides pour savoir faire ça. Ouais, merci. Celle qui nous dit ça, elle brille pas d'intelligence dans ses yeux. Bref, on s'est fichu de nous, quoi. Parce qu'ils ont joué avec le feu. D'une part, ça aurait pu être un virus vraiment beaucoup plus dangereux. Et dans ce cas-là, il fallait approcher la chose avec pédagogie.
et non pas avec cette nonchalance au début, puis ensuite cette peur panique par la suite. Ça a été extrêmement mal géré, tant par les politiques et dans tous les pays occidentaux, alors, évidemment particulièrement en France, mais aussi en Suisse, et ça a été très malfaisant. La manière dont ça a été communiqué de la part des médias a été très malfaisante, très anxiogène, Oui, à dessein. parce qu'il y avait une information qui disait une chose et 2 secondes après qui disait le contraire. Est-ce que vous aviez, il fallait que vous fassiez un laissez-passer pour sortir de chez vous Non, comme nous? alors en Suisse, Ça, c'était vraiment ridicule. oui, c'est scandaleux. Alors en Suisse, comme nous sommes un pays où le citoyen est souverain, non seulement en théorie mais en pratique, l'État ne peut pas, de la même manière on en parlait tout à l'heure à quelqu'un d'autre, l'État ne peut pas obliger un vaccin en Suisse, parce que l'intégrité corporelle d'une personne est sacrée, donc on ne peut pas l'obliger à se faire une piqûre. Puisque, nous, on a la loi Kouchner qui devrait quand même marcher. En Suisse, c'est absolument interdit d'obliger quelqu'un à avoir un vaccin. On peut lui refuser l'accès à certaines... S'il n'est pas vacciné. S'il n'est pas vacciné, un enfant ne peut pas aller dans une crèche, etc. Mais ce n'est pas obligatoire. Le confinement n'a pas été obligatoire. On a appelé à la responsabilité des citoyens et des habitants du pays. On leur a demandé de rester chez eux pour éviter la contagion à des personnes peut-être fragiles ou dangereuses, notamment des personnes âgées. En parallèle, l'État a déclaré que certains commerces, les coiffeurs, considérés non... et il y a eu un peu de cafouillage sur qu'est-ce qui était considéré comme étant de première nécessité ou pas, parce que, par exemple, ils ont fermé tout ce qui était magasin de vêtements. Mais les grandes surfaces en vendaient. Mais les grandes surfaces en vendaient. Ils se sont régalés, les grandes surfaces. Et après, pendant le confinement, ils ont fermé la partie dans les grandes surfaces qui fermait les vêtements. Alors, pour ceux qui ont des enfants, qui grandissent vite et qui doivent changer de chaussures quand même, parfois tous les 2-3 mois, ça a été un petit peu... Il y a eu des moments où on se dit, mais comment on va faire si ils ont besoin de chaussettes ou de slips, les gamins? Bref. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que non seulement donc les gens étaient libres de sortir, mais parce que certains magasins ont été fermés, l'État a payé le dommage subi par les commerces qui ont fermé. C'est-à-dire une entreprise qui n'a pas pu ouvrir et qui n'a pas pu fonctionner parce qu'on lui a interdit de fonctionner, c'est pas de sa faute. Donc l'État a dit, on compense votre perte de chiffre d'affaires. En France aussi. En tout cas, chez nous, ça s'est fait dans les 3 jours. Je ne sais pas s'ils sont encore payés, mais je sais que... Parce qu'on on a voulu éviter les faillites. Donc il y a eu cette responsabilisation du citoyen, on nous a expliqué, on vous demande s'il vous plaît de rester au maximum chez vous, ce que les gens ont accepté de bon cœur. Combien de temps le confinement chez vous? Ça a duré 2 mois. Comme nous. Comme vous, à peu près presque du même jour au même jour. Et là, l'obligation de mettre des masques partout elle n'existe pas. Dans les transports en commun, c'est une horreur, parce qu'avec la chaleur qu'il fait... Non, mais c'est pas possible. Et de toute façon, aujourd'hui, on le sait, que ce virus n'est pas très dangereux. Mais on le sait aujourd'hui, je vous parle le 25 juin. Je ne vous disais pas la même chose le 15 mars. Le 15 mars, on était toujours dans l'incertitude. Donc je peux comprendre, et je pense que c'est bien qu'on ait tous joué le jeu, ce confinement, en tout cas au début, bien qu'en France, l'autorisation de sortir me paraît scandaleuse et complètement contre-productive, etc. Et puis les PV qui ont été mis... Et les PV sont encore plus scandaleux. Ça a rapporté des millions d'euros. Oui, mais il ne faut pas les payer, franchement... Des millions. Il faut refuser de les payer, ces trucs-là. Ça va à l'encontre de la liberté fondamentale de l'être humain de se balader. Après, que quelqu'un soit malade et qu'on le confine chez lui de manière obligatoire... Comme en Chine. Ça, je peux le comprendre parce que c'est de la sécurité publique. Oui. Mais on sait que c'est temporaire, on sait qu'il s'agit de 10 jours et que ça passe, quoi. Et que les gens, même en Suisse... Parce qu'en fait, nous avons été testés positifs, ma famille et moi, après le déconfinement, parce qu'en fait nous avions eu le virus avant le confinement, mais on ne le savait pas parce qu'on n'a pas eu de symptômes. Mais quand on a eu un test de routine... Mais le test était obligatoire ou vous l'avez fait? Non, on l'a fait parce qu'on avait besoin d'aller chez un médecin, et puis donc systématiquement il faisait ça à tous les gens qui allaient chez le médecin. Et à ce moment-là, quand mon fils s'est fait tester positif, eh bien l'hôpital nous a téléphoné en nous demandant de rester 10 jours chez nous. Et ils nous ont demandé, est-ce que ça va bien, est-ce que vous avez de la nourriture, est-ce qu'on peut vous aider, parce que sinon on vous fait livrer de la nourriture et tout ça. Parce qu'être positif, ça ne veut pas dire qu'on peut être positif, mais ne pas le transmettre, je crois. Absolument. Mais ça peut aussi dire que le test était faux.
Il y a des problèmes avec les tests. Bien Alors, sûr, on va vacciner mais, qui? La totalité des gens? J'espère qu'on vaccinera personne, personnellement. Moi, je suis d'accord avec parce vous. Parce que je ne vois pas comment un coronavirus, du moins avec la 600 technologie... millions, je crois, de vaccins qui sont en train de... Et puis ils n'ont même pas été testés encore. Et le Canada qui a pris je ne sais pas combien de millions de seringues pour... Ouais, à mon avis, il y a eu pas mal de magouilles entre l'industrie pharmaceutique et les États, si vous voulez mon avis. Mais clairement, il y a pas mal de... En tout cas, dans la science vaccinale traditionnelle, ce genre de virus ne permet pas de faire de vaccin. C'est un peu comme la grippe. Il y en a qu'avec des soi-disant vaccins qui n'ont pas de sens et en plus qui affaiblissent l'immunité du corps. Et qui font que quand on vaccine contre la grippe, on a plus de chances d'attraper le coronavirus. En plus, oui. Troisième et dernière partie de cet au-delà du miroir, toujours avec Piero San Giorgio. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, vous dites avant 2025, on arrive en 2021. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a des problèmes d'approvisionnement énergétique qui commencent à se faire sentir dans le monde du pétrole. On commence à sentir que... Alors, évidemment, cette crise qu'on vient de traverser a fait baisser un petit peu la demande, mais... Elle est remontée, l'essence. Elle est remontée. Et on a vu que les producteurs ont des problèmes à suivre les demandes. La demande, notamment des pays qui sont encore en croissance économique, comme la Chine, l'Inde. Et nous avons aussi des problématiques de pénurie dans tout, dans les engrais, dans la capacité d'avoir... le sable aussi. Le sable, oui, effectivement, pour la construction. Ouais. Et dans toutes sortes de métaux, où on commence à avoir des métaux, des matières premières de moins bonne qualité, qu'il faut avoir en plus grande quantité pour obtenir les mêmes résultats. Et puis, économiquement, nous voyons que l'économie, elle s'est financiarisée, elle est basée sur du service, et que la croissance économique des 30 dernières années, en fait, elle a été financée avec de l'argent créé de nulle part, qui a été créé par les banques centrales sans aucune contrepartie réelle. Et la dette qu'ont contracté les États pour pouvoir continuer leurs dépenses sans faire de choix, quand on demandait qu'est-ce que vous voulez, vous voulez financer la croissance ou le social, ils ont fait les deux. Parce qu'au lieu de choisir... Ils ont surtout financer la croissance, parce que le social, quand on voit l'état des hôpitaux en France... Oui, alors c'est vrai que le problème, c'est que c'est le tonneau des Danaïdes, c'est qu'on ne s'arrête jamais avec ces choses-là. Et puis la croissance aussi. On finance des entreprises qui licencient, on finance des entreprises qui délocalisent, il y a de l'argent pour tous les copains. Oui, c'est ça. Mais, et on a mis en place un socialisme pour les très riches, alors, ce qui est encore plus scandaleux que le socialisme pour les pauvres, parce que les riches, ils n'en ont pas besoin. Enfin, les très riches, les grands industriels, les grandes entreprises. Et donc, cette dette, tôt ou tard, elle va causer, on le voit aujourd'hui, ils en sont réduits à avoir des taux d'intérêt négatifs pour faire en sorte qu'elle ne pèse pas sur la totale incapacité des États à avoir un budget en équilibre et de pouvoir rembourser quoi que ce soit. Le système financier est au bord du gouffre. Et on continue à l'alimenter avec de la fausse monnaie, mais très vite, tôt ou tard, ça va exploser. Est-ce que vous pensez qu'ils vont nous retirer l'argent papier? C'est certainement un objectif. Et pourtant, sans argent papier, il n'y aura plus d'argent sale. Oh, vous savez, avant qu'ils enlèvent l'argent papier dans tous les pays du monde, il y a des pays qui vont le garder et qui vont mais pouvoir... nous, on sera les premiers à le perdre. Hein. Oui, mais le nettoyage d'argent, il se fait aujourd'hui par des entreprises spécialisées, par des activités économiques tout à fait banales et standards. Par exemple, une grande partie des jeux de hasard dont les Chinois sont par exemple très friands, ces sommes considérables sont réinvesties dans l'achat d'entreprises en Europe, d'aéroports ou partout. Nous voyons par exemple que les grandes mafias d'Italie du Sud en fait investissent et nettoient leur argent en créant des restaurants italiens à travers le monde. Donc la plupart des pizzerias du monde, en fait, elles sont un petit peu financées par la mafia de Naples, par exemple. Donc il y a toujours moyen de nettoyer l'argent sans avoir besoin de liquide. Et puis ensuite, c'est pas parce qu'on interdit l'argent liquide que les gens ne vont pas utiliser une monnaie d'échange, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'acheter des choses qu'ils ne peuvent pas s'acheter en liquide. Imaginez la personne qui est droguée, par exemple, qui a un besoin d'héroïne, elle ne va pas payer son dealer au coin de la rue avec une carte magnétique. Ou peut-être que si, mais en tout cas, elle va finir par trouver des bijoux, des perles qu'elle va cambrioler. Il y aura toujours quelque chose d'alternatif. Donc on n'arrivera jamais à empêcher les échanges. On l'a bien vu pendant les guerres, les prisonniers utilisaient des cigarettes comme monnaie d'échange.
Ça, c'est pas ma crainte première. Je pense qu'en revanche, il y a une dérive dictatoriale et tyrannique. Au niveau de la sécurité, et puis notamment du sécuritaire traçage. et du traçage, dans tous les pays occidentaux. Et ça date depuis le 11 septembre. C'était dans les tiroirs. Et chaque fois qu'il y a une crise comme celle qu'on vient de vivre, On perd un peu plus de on liberté. perd de liberté. Et ça, c'est très très dangereux. En Suisse aussi. Petit à petit aussi, on y arrive. Toujours sous prétexte de sécurité publique Et les du gens bien disent oui, collectif. Et les gens, à la fin, finissent par dire oui. Donc et après, on ne revient plus en arrière. C'est terrible. C'est très rare qu'on revienne. Alors, on va quand même parler de votre dernier livre. Oui. Là, vous êtes venu à Paris justement pour le proposer le samedi 27 juin dans une librairie à Paris, dans le 7e. C'est un roman Oui. qui s'appelle Giuseppe. Giuseppe. Et ça s'écrit G-U-I-S-E-2-P-E. Giuseppe, une histoire de survie aussi. Hein. Oui. Mais c'est une histoire romancée d'un de vos grands-pères. Exactement. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors je me suis souvent posé la question d'où venait cette volonté que j'ai de développer une autonomie et une sécurité, et même cette défiance que j'ai envers l'État. Et je me suis rappelé que un de mes grands-pères me racontait les histoires, quand j'étais petit, de ce qu'il a fait pendant sa jeunesse, comme souvent les grands-parents aiment bien raconter leurs petits-enfants. Et notamment le fait qu'il avait été prisonnier pendant la guerre et qu'il avait fini dans des camps de prisonniers en Allemagne. Et qu'il avait travaillé dans des usines il était obligé de travailler dans les usines pour survivre. Et qu'il était rentré à la Libération, qu'il était rentré à pied d'Allemagne de l'Est jusqu'en Italie. Et donc j'ai repris un peu dans mes souvenirs, j'ai repris un petit peu dans des archives d'État en Allemagne et ailleurs, pour essayer de reconstituer un petit peu le parcours typique de ce qu'il a pu vivre. Et il y a des belles illustrations. oui, j'ai mis quelques illustrations pour mon... Les photos à l'époque étaient de qualité. Hein. Ça, c'est Je ne vrai. sais pas ce que donnera ce qu'on fait maintenant, mais En tout cas, on voit dans l'expression des visages que c'était que la vie de ces époques-là. Mon grand-père travaillait dans les mines de ciment, et la simplicité des vies. Quand je vois que, par exemple, lui et son frère allaient au bal de la ville, et ils n'avaient qu'une seule paire de chaussures pour deux. Et donc ils ne pouvaient pas danser les deux. donc ils se prêtaient. Donc ils se prêtaient les chaussures pour pouvoir danser correctement et inviter une demoiselle pour une danse. Et donc je raconte cette vie qui était au fond la vie des gens simples en Italie, mais qui était la même en France et dans d'autres pays dans les années 30. Tout ça évidemment avec comme cadre évidemment la montée en Italie en l'occurrence du fascisme et finalement de la guerre. Guerre qui était catastrophique pour l'Italie parce qu'elle s'est retrouvée bien sûr impréparée, puis ensuite avec des ambitions offensives, puisque l'Italie était alliée de l'Allemagne. Et mon grand-père a été envoyé en Grèce pour combattre en Grèce et faire partie des armées qui ont très maladroitement et très difficilement conquis la Grèce, pays qui n'avait rien fait à l'Italie et pour qui les soldats italiens, je le décris un peu dans cette partie, au contraire, avaient plutôt de la sympathie. Les Italiens aimaient bien les Grecs. Et ils avaient honte d'avoir envahi ce pays qui ne leur avait rien fait. Ils se rendaient bien compte. Qu'il en avait déjà morflé avant. Ouais. La Grèce, elle est quand même... Oui, elle avait eu les Turcs, elle avait eu l'occupation ottomane pendant 400 ans. Et puis, lorsque l'Italie s'est effondrée et a changé de camp, les soldats italiens ont été capturés par les Allemands. Et là, vous parlez des internés militaires en Allemagne. Exactement. Une histoire qui est peu connue par le public français, car les soldats italiens... L'Italie n'était pas en guerre contre l'Allemagne, en fait. Mais les forces allemandes ont capturé 1 million de soldats italiens en un jour. C'est un truc... Comment ils ont fait? Ils sont bien organisés, les Allemands. Ils ont prévu le coup. Et ils ont mis des unités... je l'explique dans le livre, en fait, ils ont mis des unités allemandes attachées à presque toutes les unités italiennes, bien plus petites. Et le jour où ils s'attendaient que quelque chose de louche allait se passer, ils ont intervenu très vite et les Italiens n'avaient pas reçu d'ordre de se défendre. Donc ils ont déposé les armes en pensant qu'ils allaient rentrer à la maison et que la guerre était finie. Mais en fait, les Allemands les ont emmenés en Allemagne pour travailler dans les camps, pour d'abord travailler dans les camps. Alors que c'était des alliés. Oui, mais comme ils avaient changé de camp, c'était devenu, de leur point de vue, des traîtres. Et donc ils ont été très très maltraités en Allemagne, vraiment... traités très très mal dans les camps. Ils avaient des rations de calories très faibles et beaucoup étaient obligés de travailler dans les usines d'armement ou d'industrie
sous les bombes alliées, sous les bombardements américains et anglais. Et puis, mon grand-père me racontait comment il avait été libéré par les Russes, par les Soviétiques, par l'armée rouge. La confusion qu'il y a eu à ce moment, puisque l'armée rouge a libéré, s'est retrouvée avec des dizaines et des dizaines de milliers de prisonniers, mais qu'elle ne savait pas trop quoi faire. Et comment les renvoyer, puisqu'ils étaient en Allemagne de l'Est, comment renvoyer ces gens chez eux. Et donc, il y a ce moment de flottement assez étonnant. Et ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, au-delà du fait que c'est une histoire de quelqu'un de très simple, de quelqu'un de très modeste, qui c'est pas un livre d'héroïsme, c'est une petite histoire dans la grande histoire. Eh bien, j'ai voulu montrer que finalement, comme d'ailleurs l'écrivain roumain Virgil Gorgiu dans son livre La 25e heure, c'est qu'au fond, ces gens n'ont jamais choisi d'aller faire la guerre, pourquoi un jour ils sont en Grèce, un jour ils sont en Allemagne, un jour ils sont libérés par les Russes, et puis comment rentrer chez eux. C'est des marionnettes. Au fond, ce sont des marionnettes des États. Nous, on est aussi des marionnettes. Et nous aussi, nous le sommes, et nous devons faire très attention que les États, comme les Américains qui sont allés bombarder l'Irak pour les libérer, je mets ça entre guillemets, n'est-ce pas, ou l'Afghanistan. Ou l'Afghanistan, pourquoi est-ce qu'on doit obéir à nos États qui tout d'un coup décident qu'un tel est notre ennemi, un tel est notre autre ennemi, et aujourd'hui on est en train de nous préparer des guerres raciales, entre blancs, entre noirs, entre arabes, entre musulmans, et au fond on se pose la question, on se dit mais une minute, moi j'ai jamais voulu, d'abord la plupart des gens ne nous ont jamais voulu que ces gens viennent chez nous, mais ensuite on n'a rien contre eux forcément, on nous a pas, moi j'ai jamais été cambriolé par un arabe ou un noir, moi j'ai jamais eu de problème avec un arabe et un noir, et j'entends de plus en plus une manipulation dans la société aujourd'hui où on est en train de nous préparer des guerres. Moi je vais vous dire une chose, moi j'ai une maman qui est vieille et tout le personnel aide-soignante, et c'est que des noirs. Bah oui, parce que on n'a pas formé on se demande si on n'est pas encore en train de faire du colonialisme quelque part. Mais je pense que c'est des gens qui sont hyper mal payés, qui font le boulot le plus crade et le plus dur qu'on puisse faire, et qui ont encore le sourire et qui ont plus de patience que Oui, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Il y a des réalités comme ça qui font qu'on est dans un monde où on est en train de nous amener à des guerres civiles horizontales. Et on doit être très très attentif. Et moi je voulais aussi replonger dans l'histoire pour montrer que justement nous avons été utilisés comme des marionnettes dans le passé. Et il faut qu'on soit très attentif de ne pas être encore réutilisés comme des marionnettes aujourd'hui. Mais de toute façon, je pense que ce qui s'est passé avec le Covid, là, c'était nous regarder pour voir jusqu'à quand on allait tenir. Sans doute, il y a parce de que ça. Quand on voit qu'il y a encore des gens qui sont dans des voitures avec des masques, là maintenant on est le 25 on est fin juin, c'est à se poser des questions. Enfin, on est vraiment des marionnettes. Alors dans votre livre, c'est un livre drôle, votre livre, puisque vous avez cette phrase « mourir propre au goulag ». Oui, c'était... En fait, mon grand-père me disait qu'il pouvait être tué à n'importe quel moment. Il suffisait qu'un garde vous considère mal, il pouvait vous tirer dessus. Donc il disait on pouvait mourir de faim, on pouvait mourir de froid, on pouvait mourir tapé par un garde, mais il fallait mourir propre. Et je pense que c'est la même chose dans les camps de concentration. Oui. Les Allemands les nettoyaient, ils leur demandaient de nettoyer tous des traitements anti-poux, anti-puces, du savon régulièrement, parce qu'ils voulaient absolument éviter les épidémies. Ils avaient peur que des épidémies se développent dans les camps. Et ils avaient raison, puisque d'ailleurs en fin de la guerre, beaucoup de prisonniers sont morts de choléra, parce que lorsque l'Allemagne s'est effondrée, eh bien, plus rien n'a fonctionné dans les camps. Et là, il y a eu beaucoup de cas d'intoxication alimentaire, d'eau. Ils ont bu de l'eau qui était impropre, il y a eu des choléras. Et effectivement, il y a des gens qui sont morts après la libération. Ouais, parce qu'ils ont trop mangé. Oui. Ils n'étaient plus habitués à manger de la nourriture riche. Tous vos livres sont réédités dans une maison où vous êtes cofondateur, Culture et Racines. Oui. Et donc là, on rappelle le titre du roman, c'est Giuseppe Piero Sangiorno. Et vous êtes en train d'écrire un livre sur la peur. Exactement. Là, je travaille, je suis à la moitié. J'espère le terminer cette année. Mon prochain livre, c'est sur justement comment gérer nos peurs et nos anxiétés. C'est d'actualité. Et c'est d'actualité. Et ce coronavirus a montré à quel point nous sommes sujets à un système médiatique, politique qui nous crée des peurs pour mieux nous contrôler.
Et donc si je peux essayer de donner des techniques aux gens, parce que moi je suis quelqu'un de très calme et avec très peu de peur et d'anxiété, si j'arrive à donner à des gens des techniques pour réduire l'impact et les effets négatifs de ces peurs et de ces anxiétés, je pense que ça peut être un livre qui va aider les gens à mieux vivre. Et c'est en fait ce que j'essaie de faire avec tous mes livres. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour de l'émission, je vous remercie beaucoup. Redonnez votre nom, vous le dites mieux que moi. Piero San Giorgio. San Giorgio. Et le livre Giuseppe. Giuseppe, avec un G comme... Ouais, comme Godzilla. Merci beaucoup. C'est moi. Merci. Un petit bonus pour terminer cette émission avec Piero San Giorgio que j'ai rencontré le jeudi 25 juin à Paris. Il a mis une vidéo sur sa chaîne YouTube Piero San Giorgio qui s'appelle Paris 2020 que je vous conseille d'écouter en intégralité. Là, je vous en mets quelques extraits. C'était lors de son séjour, donc samedi, pour la dédicace qu'il a faite dans une librairie du 7e arrondissement. Très bonne écoute à toutes et à tous et à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Salut tout le monde, je suis dans Paris, non pas l'Héritière, mais la ville. Vous la connaissez, celle-là, elle est vieille, elle est nulle. Bref, aujourd'hui, ma petite marche du matin, dans un des très beaux endroits et encore un des quartiers qui est encore tenu ici en ville. Et en fait, il y a plusieurs remarques à faire en étant à Paris. La première, c'est que je ne vais pas vous faire le topo de ce que je pense de Paris, de la survie à Paris, l'état de la ville. Puisque je l'ai déjà fait il y a une dizaine d'années, allez voir ma vidéo, une des premières vidéos que j'ai faites en 2012, où j'explique que Paris est un zoo où les habitants sont dans la cage et où les barreaux sont faits en papier. Eh bien, le papier commence à s'effriter, commence à être déchiré par les fauves qui sont à l'extérieur et qui commencent à rentrer dans la cage. Pas dans tous les quartiers, ça reste encore par endroits, comme ici, nous sommes dans le 7e, c'est un magnifique quartier, mais on sent qu'ailleurs, en me baladant, en allant dans différents endroits, on sent que c'est le moment de quitter les villes. Je vous l'ai dit depuis une dizaine d'années, mes livres sur le sujet sont ressortis, allez voir sur Amazon, sur Fnac, tout ça, tous mes livres sont en train de ressortir. Non, en fait, une autre chose, c'est qu'il y a une rumeur qui commençait à circuler, j'ai entendu hier par endroits. Et en fait, je vais vous raconter l'histoire pour... vous savez, quand il y a des rumeurs, il faut dire la vérité. Moi, je dis toujours la vérité. C'est un de mes défauts. Mais voilà. Bref, la petite histoire qui commence à circuler, je l'ai entendu ici à Paris, c'est que, en fait, on m'a demandé il y a quelques années, on m'a invité sur des plateaux télé assez prestigieux, avec un bon prestige. Et avant de m'inviter, ou pendant l'invitation, le producteur m'a téléphoné, je ne dirai pas son nom et je ne dirai pas le programme, mais en gros il m'a téléphoné en me disant « Écoute, on veut bien t'inviter pour parler de tes livres, etc. Tu vas voir, ça va te donner du succès, blablabla. » C'est un peu un pacte faustien qu'on m'a proposé, ou fistien à Paris, on ne sait pas, mais en tout cas un pacte. En fait on m'a dit « Viens sur les plateaux télé, pas de problème, mais à une condition, il faut que tu renies publiquement Alain Soral. » Et moi je lui ai dit immédiatement, je lui ai dit mais écoute, Alain Soral ne m'a jamais rien fait, il n'a jamais été méchant avec moi, il n'a jamais dit une connerie sur moi, au contraire il a toujours été très respectueux, il sait, et nous le savons, puisque nous avons des différences sur certains points, mais par exemple Alain Soral est plus pour une approche nationale socialiste de l'économie et des pays et de la gestion des choses. Pour moi ça, je comprends. Mais c'est pas mon truc. Mon truc, c'est plutôt l'anarchie, c'est plutôt... et si ça se trouve, c'est lui qui a raison. Mais enfin bon, bref, c'est pas parce qu'on a des différences comme ça qu'on doit renier quelqu'un. Et je veux pas renier quelqu'un pour passer sur une télé. Enfin, c'est quoi cette idée? Enfin, c'est quoi cette histoire de devoir renier les gens, de créer de la polémique, de la bisbille, Moi, je cherche plutôt à l'unité dans le respect des dialogues entre gens qui auraient des choses différentes à dire. Donc j'ai dit non, écoutez, ça ne se fera pas, etc. Et là, évidemment, la rumeur commence à circuler comme quoi j'aurais refusé des télés parce que... Non, c'est pas une question de soutenir qui que ce soit ou autre. C'est que je ne renie pas les gens et je ne dis rien de mauvais sur les gens qui ne disent rien de mauvais sur moi. Et quand bien même des gens diraient des choses sur moi, si elles sont fausses, je ne suis pas obligé de faire le commentaire de tous les gens qui racontent des conneries. Donc je ne mange pas de ce pain-là. Et donc je voulais que ce soit clair, je voulais que ce soit dit. Enfin voilà, donc j'ai rien de mal à dire. Et ne cherchez pas à me faire dire du mal de qui que ce soit, sans raison. Et quand j'ai du mal à dire, je réfléchis en plus à me dire est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça sert? Parce
que mon but, c'est pas de me faire mousser, c'est pas d'avoir un ego, c'est pas de leur dire des conneries ou autre. Mon boulot, c'est qu'on prépare le maximum de gens au temps qu'ils sont là. Maintenant, j'ai presque envie de dire au temps qui arrivent, mais ils sont déjà arrivés. Maintenant, c'est le bordel de plus en plus. Et on a intérêt à se préparer parce qu'il en va de la survie de nos... Le plus important, c'est de nos cultures, notre civilisation, en tout cas ce qu'elle a été, et que nous devons la préserver le meilleur de ce qu'elle a été pour les années futures, mais aussi pour nos enfants, pour nos familles, pour nos peuples. Finalement, pour conclure, je tiens à remercier les médias qui eux, m'ont invité, et qui m'invitent sans condition, et qui m'invitent parce qu'ils sont curieux et intéressés par ce que je dis, parce qu'ils parlent aussi de mon succès commercial de mes livres, qui est une information en soi. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est à deux doigts de la violence de tous contre tous. Et si on peut au contraire rassembler et essayer de faire en sorte que les gens, au maximum du possible, et je ne dis pas à travers toutes les communautés et tous les courants, malheureusement ça a l'air d'être impossible, mais si au moins les gens de bonne volonté se donnaient la main et se faisaient des bisous, non mais putain, si au moins ils dialoguaient et ils se fracassaient pas la gueule pour l'instant verbalement et demain physiquement, ce serait quand même plus sympa, plus pérenne pour notre civilisation et notre monde. Voilà. Donc c'était la Minute Idéaliste. À très bientôt. Allez, je continue à marcher. Ciao. IDFM 98 de la bande FM Au-delà du miroir. Chaque lundi et mardi de 21h à 22h à retrouver sur le site de la radio IDFM ou sur ma chaîne YouTube